Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant de l'AUF, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers participants, tout d'abord, je voudrais vous remercier. C'est à la fois un honneur et un plaisir aujourd'hui d'être avec vous et de contribuer, en espérant au moins, à un sujet qui m'est extrêmement cher, et en effet, la place de l'université dans la stratégie européenne du numérique. C'est pour cela que je vais commencer en faisant 3 constats. D'abord, le premier constat, nous assistons tous à une ère de transformation numérique sans précédent. Elle impacte tous les secteurs de l'économie et de la société. Et l'enseignement supérieur n'y échappe pas, que ce soit dans le fonctionnement des universités, dans leur efficacité ou encore dans les matières, dans la manière d'apprendre et d'enseigner. Deuxième constat, les besoins du marché européen de l'emploi en termes de compétences numériques sont toujours plus élevés. Nous constatons que bien que les étudiants soient des grands utilisateurs de technologies, ils ne sont pas pour autant suffisamment formés aux nouvelles technologies. Et troisième constat, nous vivons dans une ère où, grâce au numérique, il n'a jamais été aussi facile de communiquer au-delà des frontières, de créer des réseaux d'alliances et de coopérer. Et en cela, je vois une opportunité pour faire avancer le projet européen, pour faire avancer le projet de la francophonie, parce que nous le savons au cœur, ce qui nous unit, ce sont des valeurs. Et c'est par cette approche du numérique que je commencerai. S'il y a une chose qui différencie l'Europe par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, c'est une approche sur le numérique qui est fondée sur des valeurs et une approche dans laquelle c'est l'homme qui est aux commandes. Et je crois que formidablement, ce sont les universités qui incarnent cette vision-là. Ceci dit, cela ne peut pas nous faire oublier les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est pour cela que je vais développer quelques axes sur lesquels la Commission travaille. Tout d'abord, la Commission européenne veut créer un espace européen de l'éducation. Le but est simple, soutenir les écoles et les universités pour faire face aux défis actuels tels que la numérisation, l'avenir du travail aussi, mais aussi le changement démocratique. Notre défi, c'est de tirer avantage, parce que, je ne cesserai pas de le dire, le numérique est une énorme opportunité pour plus d'innovation, pour de nouveaux produits, pour de la croissance, pour de nouveaux emplois, et le numérique est aussi un risque pour plus d'exclusion sociale, pour plus de pauvreté, pour plus de polarisation des différences entre les États, entre les universités, entre des segments de la société. Et c'est pour cela que c'est le commissaire Navracic qui est chargé du dossier sur l'espace européen de l'éducation, mais il a tout mon soutien et je suis extrêmement contente que pour la première fois cette année, au mois de janvier, nous avons publié ensemble un plan d'action de l'éducation numérique en Europe. Ce plan d'éducation, c'est un cadre au sein de laquelle les États membres qui gardent jalousement leurs compétences, y compris dans le domaine de l'éducation, pourraient justement proposer des initiatives qui soient adéquates, qui correspondent aux réalités du terrain, mais qui nous permettent d'avoir et de remplir de contenu une vision commune qui est celle de le promouvoir, cet espace européen de l'éducation. Et en pratique, nous avons lancé l'initiative des universités européennes. Elle a pour but de moderniser les établissements d'enseignement supérieur de toute l'Europe en améliorant leur qualité et leur compétitivité. Notre objectif est de disposer d'ici 2024 d'au moins 20 universités européennes réparties géographiquement sur l'ensemble du territoire de l'Union. Elles bâtiront une vision commune et à long terme de l'éducation en lien étroit avec la recherche, l'innovation et la société. Pour nous, cette initiative, elle vise à renforcer la coopération transfrontalière entre les établissements d'enseignement supérieur à un niveau entièrement nouveau. Et pour ce faire, la Commission européenne a lancé cet automne un premier projet pilote dans le cadre du programme Erasmus+, pour tester ce concept d'université européenne et des modèles possibles de coopération. Notre budget est de 30 millions d'euros. Je crois que cette journée de réflexion pourrait être encore un moteur d'avancement, encore
Encore beaucoup d'idées pourraient se rajouter et j'espère vivement que les participants, les représentants des États et des universités pourront y participer également. Deuxièmement, comme je l'ai évoqué au début, nous devons nous attaquer au manque de compétences numériques dans l'Union européenne. Je dois partager avec vous, au début de mon mandat, lorsque j'ai clairement dit que ma première priorité, c'est les compétences numériques des citoyens dans l'Union européenne, j'ai été pas mal critiquée parce que je prêtais soi-disant plus d'attention à une initiative non législative par rapport à un dossier législatif. Mon attention, elle est égale. Mais je crois que même en proposant les meilleures directives, même en proposant des instruments financiers parfaits, si on n'investit pas dans les citoyens, dans les compétences numériques, nous ne parviendrons jamais à avoir les résultats escomptés de la numérisation. Et encore aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Aujourd'hui, nous savons que 9 emplois sur 10, à partir de 2020, nécessiteront des compétences numériques de base. Or, 44% des citoyens européens n'ont pas de compétences numériques de base. Et je parle ici des compétences numériques de base, envoyer un mail. Et c'est un constat extrêmement alarmant. C'est 169 millions d'Européens. Il y a encore 80 millions d'Européens qui n'ont jamais utilisé Internet. Nous sommes en train de parler de blockchain, d'artificial intelligence, de quantum technology. Imaginons le fossé qui se creuse par rapport à cette partie de la société. La situation est encore plus critique pour les compétences numériques avancées, pour lesquelles nous observons une pénurie importante de professionnels hautement qualifiés dans l'Europe. En ce moment, il nous manque 350 000 IT spécialistes. Le chiffre sera 500 000 en 2020. Et c'est là où l'université a un rôle clé à jouer. C'est pour cela, en tant que commission, en tout respect de nos compétences en la matière, nous avons lancé 3 initiatives qui commencent à bien donner des résultats 1 an et demi plus tard après leur annonce. D'abord, la Semaine européenne du code, le European Code Week, une initiative volontaire où des experts pourraient vraiment nous faire comprendre, pas seulement aux jeunes, mais aussi à ceux qui sont déjà en âge actif, que nous ne sommes pas de simples consommateurs de contenu, nous sommes ce que nous avons d'unique, ce que jamais les machines et les robots vont remplacer, nous sommes des créateurs, nous pouvons innover, nous avons nos rapports sociaux, nous avons nos rapports émotionnels. Cette année était une année record de la Semaine européenne du Code. Elle a réuni plus de 2 millions de participants. Les chiffres continuent à arriver. Ce qui est très important, 46% de filles dans cette initiative. Je reviendrai plus tard parce que c'est un sujet qui m'est extrêmement cher. Plus de femmes dans le numérique, c'est aussi une chance pour profiter des opportunités que le numérique nous offre. Ensuite, nous avons créé la Coalition européenne pour les compétences et les emplois numériques. C'est une plateforme où le secteur privé, ensemble avec les universités, ensemble avec les institutions du niveau local, régional, national et européen, se réunissent pour pouvoir proposer des formations de court et de long terme pour pouvoir correspondre aux besoins du marché et pour pouvoir donner des possibilités de nous montrer leurs talents à tous ceux qui le souhaitent dans le domaine des nouvelles technologies. L'ambition initiale de la coalition européenne était de donner de la formation à 1 million d'Européens. 1 an et demi plus tard, les derniers chiffres sont tombés il y a à peine 2 semaines, 11 millions de citoyens européens ont été formés grâce à ces activités. Cela montre que si nous restons mobilisés à tous les niveaux, si tous les participants dans le processus en donnent notre part, nous sommes capables de montrer des résultats plus élevés que par rapport à ceux qui sont initialement prévus. Et la 3e initiative, c'est un projet pilote que moi et mon équipe nous avons mis en place depuis le mois de juin. Il y a un nouveau programme qui donne la possibilité à des étudiants de faire des stages dans le numérique. Le programme s'appelle Digital Opportunity Traineeship. Nous voulons donner la possibilité à 6 000 étudiants d'ici 2020 de faire un stage dans le numérique. J'attire l'attention. Nous visons surtout à avoir près de nous des étudiants qui ne sont pas des IT spécialistes. On voudrait plus d'étudiants en sciences humaines, sciences sociales, dans le domaine de la culture, de la musique, pour leur montrer qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'offrent à eux. Hier, j'ai demandé les derniers chiffres. Nous sommes en surplus de 45% par rapport aux objectifs de cette année. 911 stages
ont été conclues depuis le mois de juin. Les universités sont extrêmement actives. Ce que nous avons fait, c'est de créer une plateforme où les entreprises sont en contact direct avec les étudiants. C'est à eux de se mettre d'accord sur la durée du stage. Pour ce qui est de la commission, nous participons avec un montant de 500 € par mois pour que les étudiants puissent le faire, ce stage. Nous avons déjà des histoires de succès. Ils vont être dévoilés la semaine prochaine à Vienne. Je vous encourage vivement de profiter de cette opportunité. Notre objectif est très simple. Le budget pour ce programme est 10 millions d'euros. 10 millions pour 6 000 étudiants. Mais si c'est un projet qui marche, nous avons toutes nos chances pour que dans le prochain budget de l'Union, ce programme bénéficie d'un montant plus élevé et avoir ainsi la possibilité d'avoir encore plus d'étudiants. Ensuite, je voudrais continuer en disant des stages à l'étranger à la mobilité, il n'y a qu'un pas. Ce qui me mène à mon troisième sujet, c'est la mobilité des étudiants. Je crois que c'est un sujet qui nous est cher à tous ceux qui sont passés par le système universitaire. Et c'est pour cela que la Commission est en train de développer la carte d'étudiants électronique européenne. L'objectif est double. D'abord, veiller à ce que le numérique permette aux étudiants de circuler sans disponibilité entre les universités et entre les États membres, et ensuite de permettre aux universités d'assurer de manière efficace la mobilité des étudiants. Et ces dernières années ont été marquées par une augmentation substantielle de la mobilité des étudiants dans l'enseignement supérieur en Europe, et le nombre d'Européens qui étudient, se forment ou travaillent à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus+, a triplé dans la période seulement 2013-2016. Or, si les objectifs de l'Union européenne en matière de mobilité sont en augmentation, les processus liés à cette mobilité sont fortement entravés. Et la mobilité, elle nécessite toujours l'échange de formulaires papier, ce qui peut être sujet à des erreurs, ou encore de nécessiter un délai de traitement souvent important. Et un exemple, c'est l'échange de documents universitaires. Les étudiants doivent souvent s'inscrire en personne dans l'université d'accueil ou se rendre physiquement dans les locaux de l'université pour avoir accès aux services de campus. En même, lorsque le processus est soutenu par la technologie, les quelques 2000 systèmes d'information existants en Europe ne sont pas forcément interopérables. Un autre mot qu'on aura l'habitude d'en parler de plus en plus en Europe. Et c'est donc ici qu'interviendrait la carte d'étudiants électronique européenne. Elle permettra une communication fluide entre les systèmes d'information des établissements d'enseignement supérieur en Europe, une reconnaissance automatique universelle du statut et de l'identité des étudiants, un échange électronique sécurisé des données universitaires, ainsi que l'accès aux services en ligne des universités avec un degré de confiance élevé. Cette question de la confiance, c'est un autre de nos défis. Donc j'appelle aussi les universités, y compris les universités bulgares, à participer à nos appels à propositions dans le cadre du programme Connecting Europe Facility et Erasmus+. J'attire l'attention parce que le programme Connecting Europe Facility n'est pas aussi bien connu, notamment dès lors qu'on parle du domaine universitaire. Très souvent, il est associé aux États membres qui gèrent les infrastructures, mais l'université sera l'un des bénéficiaires de ce programme. Le prochain appel à proposition sera publié dès le début de l'année suivante, 2019. Donc j'attire votre attention sur cette possibilité. D'autant plus que je sais que déjà dans le sud de l'université bulgare, la nouvelle université bulgare, il y a des projets pilotes qui montrent que certaines pratiques peuvent être mises en avant et peuvent être partagées au niveau européen. Le quatrième sujet que je souhaite aborder, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement et comment tirer parti pour mieux enseigner et mieux apprendre. Et les tendances de fond sont là. Elles s'appellent intelligence artificielle ou encore technologie immersive comme la réalité virtuelle. S'il est nécessaire que plus d'étudiants apprennent ces études,
elles doivent elles-mêmes être aussi adaptées à ces apprentissages. Et la Commission est très active dans ce domaine. J'attire particulièrement l'attention sur l'intelligence artificielle. Ça sera le sujet pour les prochains 5, pour ne pas dire 10 années. C'est une course en ce moment parce que l'Europe est en retard par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Pour la première fois, l'Europe n'est pas au centre d'une révolution industrielle, mais nous avons nos atouts. Et dans ces atouts, il y a l'excellence de la recherche, l'excellence de notre milieu académique. Il va falloir le sauvegarder à tout prix. Donc ici, nous devrons mettre en avant quelques exemples pour se rendre compte à quel point c'est un défi. D'abord, quelque part, l'enseignement taille unique pour tous deviendra obsolète. L'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle peut permettre de personnaliser les cursus, d'individualiser leur contenu et de s'adapter au rythme de chaque étudiant. Et des éléments comme les points forts ou encore les points faibles, que l'étudiant progresse ou pour certains, il ne marque pas les mêmes progrès, vont être analysés et cela permettra une adaptation pour ce qui est de l'enseignement dispensé. Un autre exemple, les salles de classe agiles et connectées via l'Internet des objets, avec le support de l'intelligence artificielle et connectées avec les services administratifs. Elles peuvent contrôler la présence ou l'identité des personnes participant à un examen, mais aussi optimiser le planning et le taux d'occupation des salles de cours. Donc, de nouveaux médias d'enseignement, au travers de téléphones portables et tablettes, peuvent aussi permettre de dispenser ces cours ou des examens adaptés au profil des étudiants. Les cours, ainsi, pourront être beaucoup plus personnalisés. On privilégiera davantage l'interaction ou encore le travail collaboratif. Pour la réalité virtuelle, de même, je pense qu'il y a aussi encore matière à réfléchir. Quelle est la façon pour l'utiliser mieux dans l'enseignement, notamment pour non seulement attirer l'attention, mais surtout après donner envie pour les filles de continuer dans ce domaine. J'attire l'attention que pour ce qui est de la réalité virtuelle et son utilisation dans le processus d'enseignement, de formation, nous avons le programme Média, un programme très peu connu, il est sous ma responsabilité, il fait partie du programme Creative Europe. Le programme Média est une de nos histoires de succès des dernières années. Nous sommes en train de le réformer pour qu'à partir de 2020, ce programme puisse davantage prendre en compte la réalité virtuelle et son application dans la formation et dans l'enseignement. Ce que pour moi est très encourageant, c'est que pour la prochaine période et pour le budget de l'Union, quelque chose qui était plutôt accueilli avec un grand sourire au moment de mon audition devant le Parlement européen, c'était de m'engager d'avoir plus de budget pour le programme Média, parce que pour moi la culture doit avoir une place encore plus importante en Europe. Aujourd'hui, je le dis avec satisfaction, 30% d'augmentation du budget pour le programme Média pour le prochain budget de l'Union, ce qui pour moi est vraiment une très bonne nouvelle pour élargir justement l'audience et pour pouvoir permettre d'utiliser des nouvelles technologies dans des domaines auxquels on n'y pense pas spontanément. Ensuite, je ne peux ne pas en parler. Les nouvelles technologies, quand on dit nouvelles technologies, on dit aussi un nouveau cadre réglementaire. Et ça, c'est ce que la Commission a proposé dans le cadre de sa stratégie sur le marché unique numérique. J'attire l'attention sur un sujet qui provoque beaucoup d'émotions. Nous sommes dans un processus de négociation, c'est la réforme du droit d'auteur. Ce que nous avons proposé dans la nouvelle proposition sur les droits d'auteur, c'est une nouvelle exception qui permettra les usages numériques d'œuvres protégées dans le cadre de l'enseignement. Nous voudrions maintenant avoir une exception dès lors que ce contenu protégé par les droits d'auteur est utilisé pour les fins de la recherche ou pour les fins de l'enseignement. Nous avons eu énormément de rencontres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut pousser dans ce sens-là. Cela permettra justement d'avoir des cours en ligne offerts par les étudiants et par les universités à leurs étudiants. Et donc ici, je pense notamment à deux exemples. Les entraves qu'on observe aujourd'hui dans le domaine des cours transfrontaliers, mais aussi dans le domaine des fameux MOOC, les Massive Online Courses,
nous voudrions vraiment fluidifier ce contenu pour qu'il puisse être accessible pour les femmes de la recherche et des universités. Donc, nous, comme je l'avais dit, c'est une réforme qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de débats. Nous découvrons tous les jours des spécialistes sur l'article 11 et l'article 13 de la directive. Nous sommes en train de négocier avec le Parlement. Encore cette semaine, nous avons eu notre 3e trilogue. L'objectif est très clair, de finaliser les négociations d'ici la fin de cette année pour que le Parlement puisse voter et que le plus rapidement possible, notre directive sur les droits d'auteur soit tout simplement adaptée aux nouvelles réalités. La directive sur les droits d'auteur dans l'Union européenne est là depuis 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il est grand temps de tout simplement mettre en avant l'idée que nos créateurs, nos industries créatives, nos chercheurs doivent aussi avoir leurs instruments de défendre leur place dans un contexte numérique dominé par les fameux GAFA. Et ensuite, je vais conclure en attirant votre attention sur 2 choses très concrètes. L'une, c'est les Digital Innovation Hubs. On n'y parle pas, mais je vois un lien clair avec l'université. Les Digital Innovation Hubs font partie de notre stratégie de la numérisation de l'industrie. Nous avons un budget de 500 millions d'euros pour la période 2016-2020. Mon objectif est d'avoir un Digital Innovation Hub dans chaque région en Europe d'ici la fin de 2020. Ce Digital Innovation Hub, je ne veux pas que ça reproduise les idées des incubateurs, des accélérateurs qui ont eu leur utilité à l'époque donnée. Mais aujourd'hui, nous voudrions avoir un one-stop shop où les universités, les chercheurs, ensemble avec les entreprises, notamment les petites et les moyennes, et ensemble avec les institutions locales, les autorités publiques, puissent mettre en avant des projets qui contribueront au développement de la région, de l'Europe, dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 Digital Innovation Hubs en Europe. En Bulgarie, il y a 3 qui ont été créés depuis 1 an. Il y a 2 ici à Sofia, il y a 1 à Varna. Il y aura 4 autres qui vont suivre. Je voudrais vraiment que ce soit des endroits où l'université, les étudiants, les chercheurs aient toute leur place pour permettre justement aux petites et moyennes entreprises de d'abord tester avant d'investir. Et pour cela, la recherche elle est essentielle. J'attire vraiment l'attention, notamment parce que d'ici la fin de l'année, nous allons publier un nouveau call pour un projet pilote pour les pays les moins représentés en termes de Digital Innovation Hubs. La Bulgarie y est, c'est surtout l'Union européenne 13, comme on appelle les nouveaux. S'ils sont plus nouveaux, hein, j'aime pas trop cette expression, mais il y aura un nouvel appel. Il faudra en profiter, d'autant plus que l'idée, ce n'est pas juste d'avoir un Digital Innovation Hub pour l'avoir. Mon idée est qu'on établisse un réseau européen pour que justement ces Digital Innovation Hubs puissent communiquer entre eux, mettre en avant des bonnes pratiques, puissent offrir de la formation pour les étudiants qui se trouvent dans la région, qui se trouvent au plus près de l'endroit où est créée la valeur grâce aux nouvelles technologies. Et pour cela, de nouveau, dans le cadre du projet de l'Union, nous avons proposé de tripler le budget. C'est un défi énorme parce que même aujourd'hui, dans des États membres, il y a dans le cadre de la même région 3 Digital Innovation Hubs. Les universités qui participent dans les 3 ne communiquent pas entre eux, qui sont en train de faire la même chose alors qu'il y a des membres qui sont en train de se creuser. Donc je voudrais vraiment que ce réseau soit plus mobilisé. Et je finirai avec un sujet qui m'est extrêmement cher et que Monsieur l'ambassadeur de France m'a quelque part encouragé encore plus d'en parler, c'est la présence des femmes dans le numérique. Aujourd'hui, nous sommes vraiment face à des données et des tendances négatives, des tendances alarmantes. Je dois de nouveau le partager avec vous. En devenant commissaire, c'était l'une des premières questions que j'ai posées à mon équipe. Est-ce qu'il y a une stratégie européenne pour les femmes dans le numérique? La réponse était non. Mais plus important, tout de suite après, il était « nous n'avons pas de temps, madame le commissaire, avant la fin du mandat ». Ce n'était pas acceptable comme réponse, donc je suis extrêmement fière de mon équipe. 5 mois plus tard, nous avons notre stratégie européenne pour plus de femmes dans le numérique. Pour la première fois, nous avons fait une analyse qui n'était pas faite depuis 2013. Et depuis 2013, les données vont de plus en plus dans une dégradation négative. Aujourd'hui, nous savons
que sur 1000 étudiants ayant fini leurs études universitaires supérieures, il y a 24 femmes liées au domaine des technologies et de la communication, seulement 6 font carrière dans le secteur, par rapport à 92 des hommes que nous connaissons. Donc notre stratégie, elle est appuyée sur 3 axes. La première, c'est vraiment de continuer le combat pour les stéréotypes. Il y en a beaucoup à faire, surtout ici l'université a un rôle clé parce que quelque chose se passe entre le plus jeune âge et l'université. 90% des jeunes filles s'intéressent aux nouvelles technologies. Ensuite, je vous ai donné les chiffres au moment où elles finissent l'université. Il va falloir ici s'attaquer. Je pense que l'université peut nous donner des role models, elle peut nous donner des programmes de mentoring qui vont inspirer cette confiance. C'est pour cela que j'arrive au deuxième axe, c'est comment attirer plus de filles dans ce qu'on appelle le STEM Education. Ici, nous avons vraiment besoin de plus de spécialistes en sciences, en technologie, en maths. C'est un travail de tous les jours. Et donc je pense, et nous sommes ici preneurs d'idées. Le troisième axe, c'est d'avoir plus de femmes entrepreneurs dans le numérique. Seulement 17% des entrepreneurs dans le numérique sont des femmes aujourd'hui en Europe. Or, nous savons que par exemple, les startups qui sont dirigées par des femmes montrent des résultats beaucoup plus positifs par rapport aux startups essentiellement dirigées par les hommes. L'idée ici, ce n'est pas de faire la confrontation, on va y arriver ensemble, mais il nous faut davantage d'initiatives et de même ce que je suis contente ici dans ce domaine de l'entrepreneuriat, que j'ai proposé une déclaration qu'elle puisse être signée par les plus grandes compagnies en Europe pour qu'elles puissent s'engager, que les filles sont non seulement recrutées, mais qu'ensuite elles avancent dans la hiérarchie interne. Donc maintenant, la déclaration au début a été signée par 12 compagnies, y compris Google, y compris les banques, dans le secteur des télécoms. 3 jours plus tard, les compagnies étaient 42, aujourd'hui elles sont plus de 100. Ce que nous avons convenu avec eux, c'est de nous mettre d'accord sur 4 priorités. C'est vraiment la chose la plus simple, et surtout d'avoir un suivi. Il y a une réunion que je vais avoir avec eux le mois prochain, pour voir comment on peut avancer. Et je pense qu'ici, l'université a un rôle fondamental à jouer. Donc voilà, j'arrive à ma conclusion. Pardon si j'étais un peu plus longue, mais c'est vraiment avec le cœur et la passion que je parle. Donc je pense que tous ces efforts n'ont de sens que si vous, c'est-à-dire tous les acteurs clés de cet espace européen de l'éducation, y participent, le font avancer, et ceci en tirant le meilleur parti de la révolution numérique. Donc certes, elle nous apporte son lot de défis, mais également elle nous apporte des opportunités innombrables qui peuvent justement nous permettre d'améliorer la gouvernance universitaire, d'avoir encore une meilleure place pour l'excellence de nos universités, de la recherche dans ce processus ô combien parfois même imprévisible de la transformation numérique. Et donc mes derniers mots seront ceux de la Déclaration de Rome, signée l'année passée pour commémorer les 60 ans du traité de Rome et auquel je crois profondément. Nous voulons une union où les jeunes reçoivent le meilleur enseignement et la meilleure formation possible et peuvent étudier et trouver un emploi sur tout le continent. Voici l'essence du projet européen. On compte sur vous pour que grâce aux nouvelles technologies, vous le portez à un niveau encore plus élevé. Je vous remercie.